Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve avec Damien Belay qui est commissaire de justice. Ça fait quelques années que je travaille avec lui dans l'expertise. Il a gentiment accepté de passer quelques temps avec nous pour répondre à quelques questions et comprendre un petit peu l'intérêt du commissaire de justice dans le bâtiment. Alors Damien, en quelques minutes, est-ce que tu peux te présenter, dire un petit peu, nous expliquer ce que tu as fait comme étude, comment tu en es arrivé là et comment ça fonctionne? Je suis Damien Belay, je suis commissaire de justice à Mélan dans l'Isère. Les études pour en arriver à exercer cette profession, c'est 5 ans de droit exactement, après quoi tu as un stage de 2 ans pendant lequel tu es clerc dans un office de commissaire de justice. Et à l'issue de ces 2 ans de stage, tu as un examen qui valide ta formation et qui te permet du coup de rentrer, d'être titulaire de l'examen. Et ensuite seulement, tu peux acheter une charge, un office, départ dans un office ou devenir huissier salarié ou commissaire de justice salarié. Donc moi du coup j'ai commencé dans cette profession il y a longtemps, en 2012, et je suis devenu d'abord huissier salarié dans une étude qui n'était pas moi, en 2016. Et en 2019, je me suis mis à mon compte et je me suis installé. On a pour beaucoup une image du commissaire de justice qui est des fois d'ailleurs une image un peu négative de la personne qui va venir saisir tes sous sur ton compte. Oui. Mais en fait, le commissaire de justice, et ça tu vas nous l'expliquer justement, en fait, il a pléthore de fonctions. À quoi ça sert le commissaire de justice? Il a plusieurs prérogatives. Et si on a cette image un peu d'Épinal du commissaire de justice qui vient saisir les biens, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est une vraie, ça fait partie de nos missions. C'est les missions historiques qui sont associées quand même à notre profession. Mais en fait, si on peut synthétiser ça, on a une partie de notre activité qu'on dit monopolistique. En fait, on exerce dans ce cadre-là une partie de l'autorité publique que nous confère l'État dans l'exercice de ses prérogatives. Il n'y a que nous qui pouvons le faire et personne d'autre. Sur cette partie de l'activité, c'est effectivement les saisies, les significations d'actes dans le cadre des procédures judiciaires, l'exécution des décisions de justice, donc les saisies, les expulsions. Ça, c'est une partie importante de notre activité encore aujourd'hui. Mais on a aussi une partie de notre activité dont on va peut-être plus parler aujourd'hui, qui est un peu plus méconnue, mais qui tend à se développer aussi. Et ça, c'est les constats. Alors, ça fait pas partie de nos activités monopolistiques, ça fait pas partie de ce que l'État nous délègue comme partie de ses prérogatives. Et pour le coup, dans cette zone-là de notre activité, on est beaucoup plus dans une activité préventive. C'est se ménager la preuve d'un fait dans l'hypothèse d'une action à venir. On n'est pas du tout dans l'exécution d'une décision rendue pour faire en sorte qu'une décision de justice c'est là où en fait le commissaire de justice, avant on appelait ça huissier de justice, déjà là où le commissaire de justice a tout son intérêt, c'est justement que le constat devienne indiscutable. Alors oui, alors même dans nos activités monopolistiques, on a un peu d'intérêt Arnaud. Je dis pas le contraire, c'est juste pour rebondir après sur les questions suivantes où on va parler effectivement de la relation dans le bâtiment. Effectivement, le constat c'est une activité importante qui tend à se développer et où notre qualité d'officier public et ministériel, parce qu'en fait on est officier public et ministériel, on l'a pas dit je crois en intro, on est officier public et ministériel, ça veut dire qu'on est nommé par le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Cette qualité confère à nos actes une valeur probante assez forte. C'est-à-dire que nos actes, dans le cadre d'un contentieux, pour lutter contre la preuve qu'aura rapporté un huissier dans son acte, il faut faire une procédure en inscription de faux. C'est une procédure assez rare. Donc nos actes, ils ont une valeur probante qui est dite celle d'un acte authentique. Donc dans la hiérarchie de la preuve, c'est tout en haut. Il n'y a rien au-dessus. Il n'y a rien au-dessus. Dans le constat, en revanche, le constat d'huissier répond à 3 questions. C'est quand, c'est où et c'est quoi. Qu'est-ce qu'on constate? Le quand et le où, ça a une valeur probante d'un acte authentique. C'est ce que je viens de te dire, c'est au sommet de la hiérarchie. Pour le quoi, c'est une valeur probante un peu moindre, ça vaut jusqu'à preuve contraire, mais néanmoins, le cumul de ces 3 choses fait qu'en termes de preuve, on n'a pas mieux. Voilà ce qui fait l'intérêt du constat, et voilà pourquoi le constat, il est utilisé aujourd'hui dans bien des domaines, et pas que le bâtiment, la construction. C'est des constats sur Internet, c'est des constats dans le cadre de la construction du bâtiment aussi, en matière familiale, ça envahit tout, partout, tous les domaines. Toi, tu interviens à Mélan, il y a des huissiers un petit peu partout, il y a des juridictions, il y a des zones un petit peu, comment dans les activités, donc je t'ai dit, où monopolistiques, c'est-à-dire celles qui répondent aux significations d'actes, procédures civiles d'exécution dans le cadre d'exécution des jugements, oui là on a une compétence territoriale limitée, qui est celle du ressort de la cour d'appel dans laquelle on est installé. Nous c'est Grenoble, ça couvre en gros département des Hautes-Alpes, de la Drôme et de l'Isère. Pour les constats, on est hors activité monopolistique et là pour le coup on a une compétence territoriale qui est nationale. On peut imaginer d'aller n'importe où. Alors après tu comprends bien, un huissier va pas n'importe où parce qu'effectivement il n'y a pas d'intérêt économique d'aller faire un constat au Mans quand on est à Grenoble. Donc on a une compétence pour le coup par contre qui n'est pas là attachée à un département et au ressort d'une cour d'appel, on peut aller au-delà. Comment on peut faire alors pour trouver un commissaire de justice local? Il y a un site internet. Le site internet c'est celui de la Chambre nationale qui est référence effectivement, qui a un annuaire où on peut faire sa demande effectivement et où ça renvoie vers des huissiers qui sont situés pas loin de là où on a notre demande à formuler. Alors là on va rejoindre un petit peu le domaine du bâtiment, parce que finalement c'est un peu ce qui nous intéresse, c'est le but de cette vidéo. Dans quel cadre tu peux intervenir dans le monde du bâtiment?
On peut intervenir à la fois à la demande d'une entreprise, d'un maître d'œuvre qui agirait pour le compte d'un client, ou aussi à la demande d'un client, dans l'hypothèse où il n'y a pas de maître d'œuvre par exemple, qui aura un problème avec son entreprise. À la demande de l'entreprise, du maître d'œuvre, le premier constat qui me vient à l'esprit, qui me semble être fondamental et à l'origine de tout ce qui va découler par la suite, c'est celui de l'autorisation d'urbanisme. Donc le permis de construire, ou déclaration préalable. Par exemple. Il y a un panneau qui est affiché, qui d'ailleurs doit être d'une certaine dimension. Exactement. Alors du coup, c'est là aussi où nous, on a une valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'on va constater que le panneau il est affiché de manière effective, mais on va surtout constater le contenu de ces mentions, le fait que ce soit conforme. Tu l'as dit, la dimension du panneau. On va aussi constater qu'il soit bien visible et lisible depuis la voie ouverte au public. Enfin, tous ces éléments-là, on va constater la conformité de l'affichage. L'affichage, c'est pas seulement dire j'ai mis un panneau et c'est bon. Ça suffit pas ça. La sanction d'ailleurs, c'est le fait qu'il manque une mention obligatoire, ou si le panneau n'est pas visible ou lisible depuis la voie publique, un tiers pourrait exercer un recours de manière allongée, pas seulement enfermé dans le délai de 2 mois. Parce qu'en fait, l'intérêt de ce constat d'affichage, c'est qu'il fait courir les voies de recours des tiers contre l'autorisation d'urbanisme. Passer ce délai de 2 mois après l'affichage de manière certaine sur le terrain, les tiers ne peuvent plus recourir contre l'autorisation. Si la conformité de l'affichage n'est pas démontrée de manière absolument certaine, on peut imaginer que le délai de recours des tiers soit allongé jusqu'à 6 mois après l'achèvement des travaux. Ah d'accord. C'est très long. Ah oui, ça je savais pas. Ouais. Donc le risque il est très grand. Et faire l'économie d'un constat d'huissier, tu vois, sur un projet de plusieurs centaines de milliers d'euros, ça je suis entièrement d'accord, ce serait dommage. Ça fait pas sens. Et donc pour moi le constat il est fondamental déjà là-dessus parce que c'est ce qui fonde toute la suite. Oui, bien sûr. Voilà. Mais alors on entend souvent parler de personnes qui se prennent en photo avec le journal à côté du panneau et qui se l'envoient cette photo à eux-mêmes en accusé-réception et ils espèrent effectivement prouver que vu qu'il y a la date du journal devant le panneau, voilà, ça a bien été correctement affiché en temps et en heure. Ouais. Ça fonctionne pas, c'est un peu branlant. En droit français, la preuve elle est libre. Chacun est libre de ramener la preuve comme il l'entend. S'il considère que cette preuve elle est parfaitement irréfutable, je laisse. Moi ce que je sais, ce qui est en haut de la hiérarchie de la preuve en droit français, c'est le constat d'huissier. C'est la manière la plus incontestable de rapporter la preuve de quelque chose. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, on l'a dit, il suffit pas de rapporter la preuve de l'affichage d'un panneau. C'est le contenu de ses mentions obligatoires. Et c'est aussi, par exemple, le fait qu'il soit lisible et visible depuis la voie publique. Ça, c'est fondamental aussi. C'est fondamental aussi. Donc tout ça, il n'y a que le constat d'huissier qui peut le démontrer de la manière la plus irréfutable qui soit. Et après, on peut dégrader. C'est comme une assurance si tu veux. T'es libre de choisir le contrat que tu veux. Et après. En tout cas, moi, je conseille vivement de faire appel à un commissaire de justice pour constater justement cet affichage. Moi aussi, parce que parfois, ça peut engendrer, si tu veux, des risques relativement importants. Et en plus de ça, le dernier point, c'est que les applications dont tu parlais, puisque tu en as parlé, elles n'ont pas toutes été mises à l'épreuve de la jurisprudence. Le constat d'huissier, lui, ici. Et alors, qu'est-ce que tu conseilles en termes de constat? C'est constat à l'affichage, au milieu de la durée d'affichage et à la fin? C'est ce que recommande la jurisprudence. La jurisprudence, puisque le panneau, il a une obligation d'affichage pendant toute la durée du délai de recours des tiers. Alors, qu'est-ce qui se passe si en plein milieu, le panneau, il est plus là? C'est des choses qui sont déjà vues. Eh ben oui, c'est des choses qui se sont déjà vues. Dans ces cas-là, il faut le réafficher dans les plus brefs délais, le panneau, pour que la continuité d'affichage, elle soit effective. Alors, un panneau qui est arraché par le vent, ça arrive aussi. Franchement, voilà. Ou un voisin malveillant, ça arrive aussi. Mais il faut le réafficher aussi vite que possible, de sorte que quand nous on repasse, on puisse constater que le panneau il est toujours affiché. Et le deuxième constat, parce qu'on était sur les constats au bâtiment, deuxième constat le plus fréquent, c'est le constat avant ou après travaux. Lui, il a pour objet de figer l'état des lieux avant qu'on entreprenne des travaux. Ça peut être à l'intérieur de l'enveloppe d'un bâtiment. Toi, tu es mandaté par des clients pour faire des travaux à l'intérieur d'un volume. Il y a des choses dans ce volume qui seront conservées, d'autres qui seront détruites. C'est important de faire un état des lieux, des choses qui seront conservées. Parce que si, dans le cadre de l'exécution de ce chantier, malheureusement, il y a des dommages qui peuvent être faits sur ces ouvrages conservés, ça peut être une action en responsabilité. Ça peut aussi être des ouvrages à conserver qui sont dans un état déplorable, et donc toi, tu as besoin d'établir le fait qu'ils sont prouver qu'effectivement, ils étaient déjà comme ça. Voilà. Ça, je le vois, cette situation-là, je le vois très très souvent, en fait, justement, où des constats n'ont pas été faits. Et la première question que moi je pose, c'est justement pour savoir si les travaux ont eu un impact sur l'existant ou pas, est-ce qu'il y a eu un constat avant le démarrage des travaux. Et malheureusement, c'est un élément qui manque très très souvent, en fait. Ouais. Et après, tu as aussi sur les avoisinants, sur l'extérieur. Par exemple, une livraison de béton, vous avez... un camion toupie qui va passer dans un lotissement. Toi, tu construis une maison dans ce lotissement, les voiries sont faites, bordures, logettes, etc. Tu as un camion toupie en manœuvrant qui tape une logette. Ou autre situation, toi, tu construis une maison sur un des lots de ce lotissement, mais les autres qu'on construit avant, c'est eux qui ont démoli les logettes et les bordures. Et évidemment, si toi, tu arrives après eux, démontre que la voie, elle est dans cet état-là. Pour
pas qu'on vienne chercher ta responsabilité vis-à-vis de ça. Et je rebondis là-dessus. En fait, moi, je conseille aussi très souvent aux artisans, quand ils commencent un chantier qui est relativement conséquent, de faire un constat de commissaire de justice avant qu'ils démarrent leurs propres travaux, surtout en rénovation, parce qu'en fait, il y a aussi une question de responsabilité et d'assurance décennale derrière. Si on veut pas les mettre en défaut, ou en tout cas les mettre en responsabilité sur des choses qu'ils n'auraient même pas touché du tout, au moins ils sont capables de prouver cette chose-là. Ouais, absolument. Ouais. Ça, c'est très important parce que c'est pareil, ça peut engendrer des actions en responsabilité qui sont infondées, illégitimes, c'est pas de ton fait. Et les conséquences financières, elles peuvent être importantes. Une voirie de lotissement, tu vois, avec des bordures, des logettes électriques, un candélabre. Et ça va très vite, on le voit souvent. Ouais. En fait, un constat, ça ressemble à quoi concrètement en fait qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que tu fournis et à quel moment il faut le faire? Ça dépend de la nature du constat, mais sur un constat avant travaux, par exemple. Après travaux, par exemple, ça va être un document dans lequel tu as principalement la date, le lieu, ça répond au quand et au où, dont je t'ai parlé tout à l'heure. Ouais. Et après, pour le quoi, les constatations matérielles, souvent on renvoie à des photographies, à des vidéos. Aujourd'hui, on fait même des vidéos, des photos à 360 qu'on assemble dans le cadre d'une visite virtuelle. Parce que l'idée d'un constat, évidemment, c'est d'être le plus exhaustif possible. C'est faire le plus, de tout prendre pour que justement, s'il y a un souci, on puisse avoir, et c'est pas toujours simple, parce que des fois on a des bâtiments ou des zones qui sont assez vastes, et être exhaustif, c'est pas toujours simple. La visite virtuelle répond assez bien, je trouve, de mon point de vue, à cet objectif-là. Donc on a les sols, les murs, les façades, les murs séparatifs, les clôtures, ça peut même être les arbres, des fois, les toitures même. Donc aujourd'hui, on a des constats par drone aussi. En fait, ça va dépendre aussi de l'intervention qui est prévue. La première chose qu'on va poser comme question en général, c'est qu'est-ce qui est prévu, où vont passer les engins, est-ce que vous installez une grue, où elle va tourner, tu vois. Alors là, du coup, en fait, le constat, il va répondre, comme tu expliquais, au où, quand, quoi, mais il ne répond pas au comment ou pourquoi. Non, ça, on répond pas. C'est pour ça que, pour moi, le meilleur combo, c'est vraiment le commissaire de justice et un expert, ou en tout cas un professionnel du bâtiment, qui est capable d'apporter soit une lumière sur un élément donné, en disant, monsieur le commissaire, venez voir cet élément-là particulièrement. Et pour moi, c'est vraiment la meilleure synergie qu'on puisse avoir dans le bâtiment en termes de constat. T'as absolument raison de mon point de vue, c'est-à-dire que, en fait, donc, on l'a dit, le constat d'huissier, il a une valeur probante maximum, de par sa nature et de par son contenu. La contrepartie de ça, c'est que le constat d'huissier, il doit être que factuel, objectif et reposer sur des éléments matériels. Il est dénué de toute interprétation et de toute conclusion parce qu'on n'a pas la compétence et c'est aussi ce qui garantit notre neutralité, notre impartialité. En contrepartie, force probante maximum. L'expert, son rapport, il a une valeur probante un peu moins forte que celle de l'officier public et ministériel, mais il vient apporter un éclairage technique. Alors il y a deux intérêts à ça. Premier, c'est qu'il va pouvoir, l'expert, amener l'huissier à constater des choses que de son propre chef, il n'aurait peut-être pas vu, que le client particulier lambda, lui, il n'aurait pas su voir. Donc il va mettre en avant des choses qui sont factuelles, objectives, voilà. Et il va pouvoir du coup amener une valeur ajoutée à notre constat. L'autre élément qui est important, c'est qu'il va pouvoir démontrer que son analyse technique à lui, elle repose sur des éléments matériels qui sont réels. Et qui sont là au jour du constat. Qui ne sont pas le fait de son imagination et qui sont attestés par un officier public et ministériel. Donc ça montre que la construction de son raisonnement, ça étoffe, tu vois, la construction de son raisonnement et ça lui donne une force beaucoup plus importante. Et donc dans le dossier général, je pense que ça amène une force incontestable. Mais tu es capable de constater ce qu'on montre et ce qu'on voit, mais est-ce que tu es aussi capable de retranscrire ce qui se dit ? Ça c'est un peu la limite. Si ce que tu dis intellectuellement et compréhensible ne relève pas de l'interprétation, a priori rien ne s'y oppose. Si ça repose sur des éléments objectifs, factuels, et que ça relève pas de l'interprétation ou de la conclusion, a priori rien ne s'y oppose. Mais maintenant, ça m'arrive aussi de dire que je peux pas retranscrire, ça nous est arrivé d'ailleurs je crois. Ah oui, je me souviens pas. Parce que ça relevait d'une analyse que tu avais toi, et qui me semblait pas, moi, suffisamment compréhensible de mon point de vue, tu vois. Et ça m'arrive très régulièrement de dire non, il garantit la neutralité de nos constatations et leur impartialité. Là, on parlait souvent d'intervention, donc du coup le constat, avant le démarrage des travaux, le constat d'affichage. On peut te demander d'intervenir si par exemple il y a un retard ou une malfaçon en cours de chantier. Alors nous, on ne va pas conclure à la malfaçon, parce que ce serait conclure. On va relever l'existence qu'on pourrait qualifier de désordre, une infiltration d'eau, quelque chose de factuel et d'objectif. Ça, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle le constat de malfaçon de manière un peu synthétique. Après, pour les retards, on vient constater l'état d'avancement du chantier. Et on peut imaginer dans le cas du coup d'un retard, de refaire le constat pour montrer l'absence d'avancement, quasi complet des fois, entre une date et une autre. Et donc c'est un peu comme ça que le constat d'abandon de chantier se fait en fait. Oui, c'est ça. Le constat d'abandon de chantier, en fait, autour du constat d'abandon de chantier, c'est un
peu vague, tu vois. Souvent, ce qu'on utilise, c'est la procédure de résiliation unilatérale de marché de travaux. Elle est prévue à l'article 1226 du Code civil. Pour être synthétique, on fait un premier constat pour montrer l'état dans lequel sont les travaux. Sur la base de ce contrat, donc des travaux a priori pas terminés, sur la base de ce constat et du contrat qui aura été fait initialement avec l'entreprise, le client ou son maître d'œuvre va envoyer une mise en demeure à l'entreprise d'avoir à répondre, à remplir ses obligations contractuelles. Le constat aura démontré une inexécution suffisamment grave, si tu veux, pour qu'il soit mis en demeure d'avoir à faire le nécessaire dans un délai raisonnable. On va pas lui laisser 2 jours, si tu veux, pour... Bien sûr. D'accord, voilà, c'est au regard de la tâche qui lui incombe. On va lui laisser un délai raisonnable pour le faire. Et à l'issue de ce délai, l'idée, c'est de refaire un constat pour montrer si les choses, elles ont avancé ou elles sont figées. Et sur la base de ce deuxième constat, sans en passer par une procédure judiciaire, on a la possibilité de notifier à l'entreprise la résiliation de son marché de travaux pour inexécution de sa part du marché. Mais quel est le risque si un maître d'ouvrage veut rompre le contrat tout seul, sans faire de constat par un commissaire de justice? Il envoie juste un courrier à l'entreprise en disant c'est bon, je ne veux plus travailler avec vous, je passe avec quelqu'un d'autre. Le risque, tu l'imagines, c'est que l'entreprise elle a la possibilité de se défendre de cette procédure de résiliation unilatérale. Donc elle a la possibilité de saisir le juge pour contester. Et si elle le fait, il vaudra mieux que le client se soit ménagé une preuve solide de l'absence d'avancement et de l'inexécution suffisamment grave du marché de travaux à la date du premier constat et à la date du deuxième constat. Plus sa preuve elle sera solide et plus il aura des chances, plus il mettra de chances de son côté d'obtenir gain de cause dans le procès et dans la procédure contentieuse qu'engagera contre lui l'entreprise. Là, on a parlé de retard. Et du coup, on saute tout de suite sur le retard qui finalement s'allonge, qui est celui de l'abandon de chantier. Ouais. Il y a plusieurs manières de constater un abandon de chantier, où il y a vraiment une seule façon, indiscutable, où il y a peut-être une manière préférée par rapport. Il y a d'autres manières de rompre le marché de travaux. La procédure de l'article du Code civil dont on vient de parler, la résiliation unilatérale, on va dire extrajudiciaire, c'est une manière de rompre. Une manière plus classique, c'est de prendre un avocat, d'assigner devant le tribunal en disant il n'a pas fait son travail, il n'a pas exécuté sa part du marché, et moi j'ai besoin que les choses elles soient fixées, parce que le risque c'est on reprend une entreprise alors que le marché de travaux n'est pas terminé et que l'entreprise réapparaisse en disant mais comment ça, moi j'avais prévu de faire ce chantier-là à une autre date, quoi. Donc pour que les choses elles soient clairement réglées et qu'elle réclame du coup le solde de sa facture. C'est ça le problème. Pour éviter ça, il faut quand même rompre le contrat en bonne et due forme. Donc soit par la procédure extrajudiciaire de résiliation unilatérale du marché de travaux, soit par une procédure judiciaire qui est toujours ouverte. Mais dans tous les cas, le constat d'abandon est nécessaire pour démontrer la réalité de cet abandon. Le fait que c'est pas un client qui tout à coup a plus envie de travailler avec cette entreprise qui décide de rompre le marché de travaux sans raison. Il y a un contrat de toute façon qui est signé entre les deux parties, on fait pas ce qu'on veut. Exactement. Exactement. Juste parce que voilà, on l'a décidé et un jour on s'est dit non, lui il me revient pas. Exactement. J'ai envie de voir sur mon chantier. Hop, là c'est bon, je passe avec quelqu'un d'autre. Et donc la procédure classique, celle d'une résiliation par voie judiciaire. Et un peu plus récemment, le Code civil nous met cette procédure à disposition qui nous permet de faire une procédure extrajudiciaire. Bon, l'idée c'est surtout de ne pas encombrer les tribunaux avec des histoires où on a d'un côté, ce qui arrive souvent, une entreprise qui abandonne le chantier et qui n'aura pas l'intention de contester le fait que c'est un abandon. C'est juste qu'ils ne l'écrivent pas et qu'ils partent et qu'ils quittent le chantier. Ce qui peut intéresser les gens, les artisans. Ouais. Qui m'intéresse moi aussi. J'ai par exemple en expertise des clients qui ont du mal à payer. Des clients qui ont du mal à payer, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas payer le solde de la facture qu'ils Ils ne veulent pas payer l'expertise. L'expertise est réalisée et non, je ne paierai pas. Ouais. Ou alors ils font les morts et ils disparaissent. Parce que les conclusions de l'expertise ne leur conviennent pas. Ah, ça m'est arrivé une fois, effectivement, oui. Je sais. J'ai fait une expertise un jour pour un monsieur qui voulait faire réaliser par une entreprise des garde-corps. Il m'a demandé de venir et de vérifier la conformité des garde-corps au regard du DTU. Donc j'y suis allé, j'ai effectivement confirmé que les garde-corps respectaient le DTU. Je lui ai envoyé mon compte-rendu. Et à l'issue de la lecture de ce compte-rendu, il m'a clairement fait savoir qu'en fait, il n'était pas content parce qu'en fait, je n'allais pas dans son sens. Et du coup, il m'a dit, je ne paierai pas votre facture. Dans ce cas-là, tu étais intervenu, de mémoire. Ouais. On avait dû faire une injonction de payer, je crois, auprès du tribunal. Alors c'est une démarche qui prend, je crois, 2 mois, l'injonction de payer. C'est plus maintenant. C'est plus maintenant ? C'est plus long maintenant. Alors après ça dépend des juridictions devant lesquelles tu présentes ta requête. Ah ouais ? Ça dépend en fait, si tu veux, de chaque juridiction. Là, on sort de l'activité constat, prévention, pour entrer dans nos activités monopolistiques, dont tu vois qu'elles peuvent avoir un intérêt aussi du coup. En fait, nous, on va déposer une requête au tribunal pour que tu obtiennes ce qu'on appelle un titre, en vertu duquel ensuite, si la personne refuse toujours de te payer, en vertu de ce titre, on va pouvoir faire des saisies pour le contraindre au paiement. La façon la plus simple
en matière contractuelle, donc quand tu as un contrat, d'aller chercher un titre, une décision de justice, c'est de déposer une requête en injonction de payer. C'est une procédure assez simple où en fait on dépose une requête au juge, on lui dit on a un contrat, donc on a le consentement de la personne qu'on facture, ça peut être un devis signé, un bon de commande ou un contrat, ok, ça peut prendre différentes formes. Il nous faut en tout cas un document qui atteste du consentement du débiteur à payer. La prestation qui a été faite et on vous demande de condamner cette personne à la somme de temps. Le juge, a priori, si les documents, il les a tous, ça répond aux conditions fixées par la loi. La matière contractuelle, c'est une des conditions. Alors à ce moment-là, le juge rend une ordonnance conforme en disant je condamne monsieur X à payer à monsieur Arnaud Chaumet la somme de temps. Et donc là, ça devient exécutoire. Et bien là, on va lui signifier. Il a un délai d'opposition dans lequel il va pouvoir contester. Ok, il a la possibilité, du coup, pendant ce délai, de dire ah bah non, mais je veux pas payer parce que j'ai une bonne raison. Il se peut qu'il ait une bonne raison de ne pas payer. Et c'est tout à fait normal. Hein. Ça arrive, donc il a la possibilité de le faire. Passer le délai d'un mois, soit il a contesté, du coup il y a une audience devant le juge qu'on connaît en général. Hein. Le juge rend un jugement, il donne raison à l'un ou à l'autre, ou il coupe la poire en deux, ou voilà. Ou alors il conteste pas et du coup l'ordonnance devient effectivement exécutoire. Sur la base du jugement qui a été rendu après qu'une opposition ait été formée, ou bien sur la base de l'ordonnance devenue exécutoire faute d'opposition, nous ensuite on va pouvoir mettre en œuvre des mesures d'exécution, donc des saisies. S'il veut toujours pas payer, on va d'abord aller le voir en général, en lui signifiant ce qu'on appelle un commandement de payer, en lui disant maintenant vous avez 8 jours, sinon vous vous exposez à des saisies. Et ensuite, s'il veut toujours pas payer, on va exercer des saisies. Donc oui, la seule chose, et ça des fois c'est difficile, alors toi c'est peut-être assez formalisé, t'as des process qui sont mis en œuvre et tout, mais nous on a encore des corps de métier qui viennent nous voir des fois, sans avoir fait signer de papier en fait. Ils se sont vus, ils se sont dit d'accord. Ils se sont tapés dans la main en fait en disant c'est bon, on est d'accord sur le prix. Et formaliser un accord sur le prix, c'est fondamental et c'est essentiel pour avoir une décision. Pourtant, il me semble que juridiquement, une fois que tu as un accord sur la chose, tu n'es pas obligé de signer un contrat. Le problème, c'est celui de la preuve, c'est toujours le même. Oui, quand tout va bien, en fait, c'est comme les petites lignes dans les contrats ou les astérisques ou les conditions générales, on s'y réfère jamais, sauf en cas de problème. Là, en cas de litige, le juge, il va se fonder pour quoi? Pour déterminer l'accord. Il va se fonder sur plus tu auras une preuve solide de ce que tu revendiques, plus tu as des chances d'obtenir cette condamnation. Alors, le mail, c'est un commencement de preuve, tu vois. Les échanges de mails selon leur contenu, etc. Les SMS aussi. Les SMS qui peuvent être constatés aussi pour être produits, etc. Parce que tu vas pas envoyer ton téléphone en requête au juge, tu vois. Donc tout ça, évidemment, ça constitue des preuves. Mais rien ne vaut, évidemment, un document signé de la personne avec un prix qui correspond. C'est-à-dire que s'il y a eu des plus-values ou des moins-values, il faut à un moment donné, les moins-values, ça pose rarement de problème. Mais s'il y a des plus-values, à un moment donné, tu vois qu'elles aient été aussi contre-signées par la partie qui consent, etc. Et ça, c'est super important. Dans le timing et la chronologie d'un chantier, ça se fait pas toujours. Et puis il y a encore des professions aussi qui sont pas familiarisées. Moi, je pense, et c'est ce que j'essaie d'expliquer à tout le monde, c'est que 50% du travail, du risque en tout cas quand on fait des travaux, c'est la partie administrative. Une fois que tu as bien préparé ton dossier, que tout est clair et que tout le monde est d'accord sur le descriptif, le quantitatif, le prix unitaire, etc. et que tout est clairement compris, une fois que ça c'est fait en fait, il y a de très fortes chances que tout se passe bien. Et plus c'est détaillé, et mieux c'est. Et moins t'as de... Faut pas laisser de zones grises. Si on laisse des zones grises, on laisse l'opportunité d'une contestation. C'est là où, bien souvent en expertise, quand des maîtres d'ouvrage ne font pas appel à un maître d'œuvre ou un architecte, du coup ils sont bien souvent pas assez protégés parce qu'en fait ils n'ont pas su comment faire chiffrer ou comment rédiger un contrat. Et du coup ils sont plus souvent dans la panade après que quelqu'un qui s'est fait accompagner d'un professionnel qui a pu effectivement vérifier ce qu'on appelle le DPGF, par exemple des compositions à prix global et forfaitaire, où ça explique très clairement tout ce qui est attendu en fait des travaux. On a moins de risques quand tu es accompagné par quelqu'un qui est capable justement de t'expliquer, Notamment la partie juridique sur un projet. Ah non, mais ça c'est évident. Et puis je peux t'assurer que ça fait la différence quand tu as un dossier après comme ça. Quand j'ai des clients qui viennent me voir parce qu'ils ont une situation conflictuelle et ils veulent que je réalise une expertise, bien souvent, avant même de faire mon expertise, je leur demande d'aller voir un conseil, un avocat spécialisé en droit de la construction pour que ma mission soit claire et que justement on ne parte pas dans tous les sens, parce que si derrière mon expertise doit être utilisée phase un peu plus judiciaire, il faut que les choses soient correctement faites. Même si moi je conseille des fois de faire appel à un avocat pour justement que la mission soit clairement définie. Est-ce que les clients peuvent vous appeler, vous les commissaires de justice, directement, ou est-ce qu'ils doivent passer par un avocat, par la justice? Est-ce que les gens peuvent prendre vos coordonnées directement, soit auprès sur l'annuaire des commissaires de justice, ou alors est-ce que c'est pas possible et du coup il faut absolument passer par un avocat et que lui en fait la demande? En fait, nous on peut être contacté directement par des particuliers, d'ailleurs c'est souvent le cas. Sur des dossiers qu'on considère comme complexes, j'ai un peu ce réflexe aussi, de les envoyer voir un avocat avant. Pourquoi? Parce que l'avocat c'est le chef d'orchestre de la procédure après. Et lui, son éclairage il est aussi important. Des fois les clients ils sont focus sur un problème, l'avocat il va peut-être se déplacer et identifier des problèmes qui juridiquement vont pouvoir avoir une incidence et donc dire à leur client, attendez, il va falloir élargir le spectre des constatations à ça aussi. Donc c'est intéressant. Des fois, le client n'a pas l'opportunité non plus d'aller voir un avocat, parce qu'il y a une urgence dans son dossier. Il faut venir tout de suite.
Et puis s'il faut élargir le spectre des constatations parce qu'après une consultation juridique on s'est rendu compte que, on le fait, on revient. Mais pour éviter l'écueil du on se déplace 2 fois, c'est bien, quand on a le temps de le faire, d'aller voir un avocat pour cadrer la procédure et dire tiens, la preuve dont on a besoin, ça doit être ces éléments-là, là, là, et d'en faire une liste. Tu vois. Je pense que tu as dit le bon mot. L'avocat, c'est le chef d'orchestre. Il faut lui faire confiance. C'est aussi, nous on travaille pour les avocats, on a envie de leur donner un travail dont ils soient satisfaits. Clairement. Leur donner la possibilité, si tu veux, en amont, de dire nous on a besoin d'un truc qui soit focus sur ça, ça, ça et ça et ça, ça leur permet d'avoir un document dont ils peuvent se servir et qui sont pleinement satisfaits dans leur procédure. Si on leur donne un truc où il y a la moitié des éléments qui sont obligés de nous renvoyer et tout, tu vois, ça fait perdre du temps à tout le monde, c'est dans l'intérêt de personne. Qu'est-ce que les maîtres d'œuvre experts devraient savoir sur le rôle d'un commissaire de justice? On devrait savoir qu'on n'est pas là pour les mettre en difficulté dans le cadre d'un constat, qu'on n'est pas là pour juger de leur travail parce qu'on n'a pas les compétences techniques pour le faire et que ça ne fait pas partie de nos attributions. D'ailleurs, moi je trouve que le commissaire de justice des fois peut apaiser une situation aussi, en mettant les choses un peu au clair lors d'une réception de chantier ou tu vois. Je partage ton avis. L'étiquette du commissaire de justice, son statut et son habitude aussi à la gestion des conflits, dans le cadre d'une réception qui se passerait mal, parfois ça peut aider. Mais surtout, ça peut arriver qu'on fasse un constat de désordre qui serait aussi lié à la mauvaise gestion d'un chantier. Une entreprise générale, souvent c'est plutôt ça, sans vouloir stigmatiser quoi que ce soit. J'ai eu rarement le cas avec des architectes, mais des entreprises générales qui auraient fait un chantier où ils auraient mal géré l'enchaînement. C'est ça qui est difficile, des entreprises et qui conduit ensuite à des désordres, objectifs et factuels. Donc ça nous est arrivé de constater des choses comme ça. Mais quand on intervient aux côtés d'un expert, d'un maître d'œuvre, on n'est pas là pour partager notre savoir. On n'a pas le savoir que vous avez. Tu me dis le delta. Il n'y a pas de prise de position, il n'y a pas de... Dire moi je ne connais pas le DTU, je ne connais pas la norme, c'est pas mon boulot, puis ça fait pas partie de nos attributions. Clairement, de contester un diagnostic qui serait fait par quelqu'un qui est un sachant. Moi, je suis pas un technicien. Et surtout, je pense que le constat, il peut aussi les protéger. C'est une garantie qu'ils prennent, tant d'un point de vue de l'analyse, parce qu'ils démontrent que leur analyse, elle repose sur des choses factuelles et objectives, on l'a dit tout à l'heure, mais aussi, c'est une façon de se protéger soi. Quand on fait un constat avant travaux, de montrer que on a des ouvrages dans l'avoisinant ou dans l'enveloppe des travaux qui sont déjà dégradés, c'est une façon de se protéger aussi de son client qui peut être très bienveillant au départ, et puis la qualité de la relation, elle peut aussi se dégrader un peu avec le temps pour diverses raisons. Et à la fin, un truc qui au départ on se dit non mais ça va, on s'entend super bien. Ça part toujours comme ça, hein. Ça commence toujours comme ça de toute façon. Hein. J'en ai souvent rencontré. Moi je suis d'avis que plus les choses elles sont cadrées au départ, plus l'issue elle se fait par le haut. Et faire un constat au début, ça froisse personne, ça embête personne. Ça démontre une forme de professionnalisme aussi. Oui, c'est vrai. Ouais. Ça atténue largement que je qualifierais de recours illégitime ou parasitaire. Les gens dont l'appartement est fissuré du sol au plafond, qui attendent qu'un appartement se rénove au-dessus et qu'on vienne surtout pas faire un constat d'état des lieux chez eux pour refaire faire leur appartement aux frais du voisin. Ça existe, hein, ça existe. Donc non, on est là pour les protéger, leur apporter des garanties et certainement pas contester d'une quelconque façon la qualité de leur travail. Damien, merci énormément du temps que tu nous as accordé à répondre à toutes ces questions. Je pense que vous l'avez compris, en fait, aujourd'hui on est dans un monde où il faut arriver à se protéger et je suis encore une fois persuadé que le commissaire de justice a vraiment son rôle à jouer dans le monde du bâtiment. Est-ce que tu as un petit mot à dire pour conclure? Non, je te remercie de m'avoir invité et de nous avoir laissé l'opportunité à travers sa vidéo de diffuser un peu ce qu'on fait, peut-être pas de le vulgariser mais de l'expliquer au plus grand nombre. Voilà. Donc merci à toi.